Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. L'entité. Je m'appelle Anya, j'ai 24 ans et je vis à Mamoudzou, à Mayotte. Avec mes amis, Inès et Anissa, on se retrouve dans la maison de Naïma, l'esprit bouillonnant d'une curiosité immense et insouciante. L'objet de notre convoitise, une vieille planche de Ouija héritée de sa grand-mère. Ce soir, l'air est lourd et humide, imprégné d'un doux parfum de fleurs de frangipanier. La nuit s'est refermée sur la ville et les lumières de la maison sont tamisées. La planche de Ouija repose sur la table basse, entourée de bougies. On pose nos doigts sur la goutte en forme de cœur. L'expérience commence, l'excitation et la peur se mélangent dans nos esprits. Le silence se fait entendre. Seules nos respirations rythment l'attente. On commence à poser nos questions, ne sachant pas vraiment comment ça marche. Et soudain, la goutte se met à bouger. Un frisson d'effroi nous parcourt. Nos regards, remplis de larmes, se croisent, dilatés par la peur. Des mots se forment sous nos doigts, mais on n'en comprend pas vraiment le sens. Et d'un coup, on entend une voix grave et caverneuse résonner dans la pièce. Je suis là. L'entité se présente comme un djinn, un être surnaturel issu de la mythologie musulmane. Il nous promet des réponses à nos questions, la réalisation de nos désirs les plus profonds. La tentation est grande, et la peur se dissipe peu à peu, laissant place à la fascination. On entre en conversation avec le djinn. Inconsciente du danger potentiel, on commence par lui poser des questions sur notre avenir. On lui demande quels sont nos secrets les plus intimes. Les réponses du djinn sont précises, troublantes de vérité. Il semble tout savoir de nous, de nos rêves et de nos aspirations. Mais l'illusion est de courte durée. Le djinn se révèle être un manipulateur cruel, se nourrissant de nos peurs et de nos faiblesses. Il nous attire peu à peu dans un piège diabolique, nous promettant le paradis alors qu'il nous conduit en enfer. Lorsqu'on comprend l'étendue de notre erreur, il est déjà trop tard. Le djinn a pris possession de la maison. Les murs se transforment en d'immenses ombres menaçantes, des toquements et des chuchotements retentissent. On essaie de combattre la force invisible qui nous oppresse, en utilisant des versets du Coran et des prières ancestrales pour repousser l'entité malveillante. On est complètement perdu et apeuré, mais on ne lâche pas. On continue nos prières. Après une lutte acharnée, on parvient, par je ne sais quel miracle, à briser le lien avec le djinn. La planche de Ouija se brise en 1000 morceaux, les bougies s'éteignent et la maison retombe dans le silence. Épuisé et traumatisé par l'expérience qu'on vient de vivre, on s'écroule de sommeil, soulagé d'avoir échappé à l'emprise du djinn. À notre réveil, on sait que l'ombre du djinn plane toujours au-dessus de nous, un souvenir indélébile de notre rencontre avec le mal. On a appris à nos dépens que la curiosité peut être un dangereux poison. Les morceaux de la planche de Ouija ont été jetés à la mer, et nous avons juré de ne plus jamais recommencer. Mais on se rappellera toujours de cette voix. L'autoroute déserte. Je m'appelle Elodie, j'ai 19 ans, et je voyage avec ma meilleure amie Chloé, 21 ans, à travers les paysages désertiques du Nevada. Notre destination,
un festival de musique alternatif organisé par une connaissance dans une ville fantôme. Dès les premières heures de route, l'atmosphère est particulière. Le paysage est aride et les villages fantômes se succèdent. Mais on a hâte d'arriver et de nous amuser pendant quelques jours. La nuit est tombée, la route est déserte, le ciel est constellé d'étoiles scintillantes. Seuls les phares de notre van éclairent le chemin sinueux qui se déroule devant nous. On roule depuis plus de 5 heures. On a passé notre temps à chanter et à rigoler, beaucoup trop excités pour se reposer. Mais le temps change, une pluie diluvienne s'abat sur la route, on est beaucoup plus sérieuse et attentive maintenant. On est complètement concentré sur la route, lorsque d'un coup, une silhouette surgit en plein milieu de la route. Une femme, habillée à l'ancienne, vêtue d'une longue cape, se tient immobile, le visage caché dans l'ombre. Chloé freine brusquement. La silhouette ne bouge pas d'un poil, elle nous observe en silence. Un frisson d'angoisse nous parcourt le dos. La silhouette s'approche lentement vers nous. La tension monte d'un cran. Ses yeux brillent d'une lueur surnaturelle. Son visage est pâle, ses traits sont déformés par une expression de douleur. La femme est maintenant à la hauteur de la portière. Sa main touche la vitre. La scène est interminable. La peur monte crescendo. Des sons étranges semblent provenir d'elle. Soudain, un éclair zèbre le ciel. La foudre frappe à quelques mètres du van. La silhouette hurle et disparaît dans l'obscurité, comme si elle n'avait jamais existé. Sidéré, on reste fixe pendant un court moment, à ne savoir quoi faire. Chloé redémarre le van. Le silence est lourd dans l'habitacle. On est toutes les deux bouleversées par cette apparition. On arrive enfin à destination. Le temps s'est calmé et la fête bat son plein. On retrouve des amis et on raconte notre mésaventure, mais en quelques heures, on oublie tout, ambiancé par le son. On finit par aller se coucher dans le van, épuisé par cette première nuit de folie. On est profondément endormi quand un bruit retentit à l'extérieur. Chloé se précipite vers la sortie, une batte de baseball à la main. Moi je la suis, tremblante de peur. Et dans la lumière du petit matin, on découvre un groupe qui s'amuse à nous faire peur. Soulagés mais en colère, on les maudit de tout notre cœur. Après ces 2 jours de pure folie, on reprend la route. Cette apparition hante toujours nos pensées. Était-ce une simple hallucination? Un canular? Ou bien était-ce réel? Le mystère reste entier. Un souvenir effrayant gravé à jamais dans nos mémoires. La route continue, mais le désert a désormais une saveur différente, une odeur de peur et d'inconnu. Indépendance. Je m'appelle Angélique et j'ai 19 ans. Je ne m'entends pas avec ma famille, donc j'ai décidé de prendre mon indépendance. Du coup, il y a quelques semaines, j'ai emménagé dans une petite maison isolée au cœur des montagnes du Colorado. La solitude me pèse parfois, mais la beauté des paysages me remplit de sérénité et je m'y sens bien. Après quelques semaines chez moi, un soir, une étrange sensation m'envahit. Un silence assourdissant s'est abattu, les oiseaux se sont tus, le vent a cessé de souffler. Un moment très étrange qui m'a donné un sentiment d'angoisse. Je me lève et traverse le salon. Mes pas résonnent dans la pièce. Je m'approche de la fenêtre et observe la nuit noire qui m'entoure. Les montagnes se dressent comme des géants. J'avoue qu'à ce moment, j'ai un peu peur. Mon instinct me crie de fuir. Je me retourne et fais face à l'immensité du salon, qui n'est pas si grand, mais qui me paraît immense à ce moment-là. Mes meubles me semblent soudainement étranges et menaçants. Je suis seul, perdu dans ce silence qui me consume. Le temps s'écoule lentement, j'attends,
redoutant ce qui va se passer ensuite. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Alors que je m'apprête à retourner dormir, des murmures se font entendre, des voix chuchotent, des bruits sourds résonnent dans le sol. Je suis terrifié. La peur me paralyse. Je me réfugie dans ma chambre, en barricadant la porte avec ma commode, qui est bien lourde et que je galère à faire glisser. Je m'allonge dans le lit, les yeux écarquillés dans l'obscurité. Les murmures continuent, plus forts maintenant, plus clairs. Je me lève et presse mon oreille contre la porte. J'entends des pas, des mouvements. Quelque chose se déplace dans la maison, juste de l'autre côté de la porte. J'ai le souffle court. Je me recroqueville dans le lit, tremblante, attendant que le cauchemar prenne fin. Au petit matin, la lumière du jour chasse mes terreurs. Je me persuade que mon imagination m'a joué des tours. La maison est calme, paisible. Le soleil brille à travers les fenêtres. Les oiseaux chantent dans les arbres. Je me force à sortir de ma chambre et reprends ma routine quotidienne. À mon retour, tout est calme. Ça me rassure et je pars prendre ma douche. Mais les murmures reprennent. Des objets se déplacent sans explication. La maison semble se retourner contre moi, me piégeant dans un monde de peur et de folie. Je suis épuisé, à bout de nerfs. Je ne sais plus quoi faire, ni comment me sortir de cet enfer. Je décide de fouiller partout, histoire de trouver une explication à tous ces événements. En cherchant dans le grenier, je découvre un vieil ours en peluche, très sale et poussiéreux. Je trouve que son sourire est diabolique. Un truc maléfique se dégage de lui. Je me demande si ce n'est pas lui la source de tous mes tourments. Je tente de le jeter, mais il réapparaît toujours dans la maison. Cette peluche est devenue mon obsession, comme une incarnation du mal qui me ronge de l'intérieur. Je ne sais plus comment me débarrasser d'elle. J'en parle à mes amis qui ne me croient pas du tout. Ils pensent que je suis victime d'une crise de panique, que je sombre dans la folie. Je suis seul et isolé dans ce cauchemar éveillé. Le sommeil me fuit. Je suis prête à tout abandonner. Je ne peux plus supporter ces murmures incessants et cette peluche. Quelques jours plus tard, incapable de supporter tout ça un instant de plus, je décide de me rendre en ville. Le trajet habituellement paisible me paraît interminable, mais entouré de gens, je retrouve un semblant de normalité. Mais le calme apparent est trompeur. Je sais que je ne pourrai pas rester éternellement et qu'il faudra bien rentrer face à ce qui m'attend. De retour à la maison, les murmures sont toujours là. La peluche est posée sur le fauteuil. Je ne peux plus rester passive. Je dois me battre, trouver un moyen de me libérer de cette emprise maléfique. Je me plonge dans des recherches fiévreuses sur Internet, dévorant des articles sur les phénomènes paranormaux, la sorcellerie et les possessions. Je fouille la bibliothèque locale, empruntant des livres anciens aux titres évocateurs. Chaque nuit, c'est le même rituel depuis quelques semaines maintenant. Je pousse la commode devant ma porte et je passe en revue mes lectures, à la recherche d'un indice, d'un rituel qui me permettrait de bannir la présence qui hante ma maison. Le sommeil devient un luxe que je ne peux plus m'offrir. Je découvre des symboles de protection, des incantations de purification, des méthodes de bannissement d'esprits malveillants. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais c'est mon seul espoir. Je suis complètement désespéré. Le jour crucial arrive. La pleine lune illumine le salon d'une lumière pâle. Je trace les symboles de protection que j'ai trouvés sur les murs en récitant les incantations. J'allume des bougies consacrées et place la peluche au centre du cercle de protection. La pièce s'emplit d'une énergie palpable. Soudain, la peluche se met à trembler et ses yeux se mettent à briller. Un souffle glacé fait vaciller les bougies. Je continue. Des verres posés sur le comptoir de ma cuisine se mettent à glisser et se brisent. Les meubles se renversent. La pièce entière semble convulsée. Je suis au bord de l'évanouissement, mais je ne peux pas abandonner. Je dois tenir bon, chasser la source du mal. Finalement,
Au bout de je ne sais combien de temps, l'atmosphère s'apaise. Le silence s'installe dans la pièce. Je suis épuisé, vidé physiquement et mentalement. Mais un immense sentiment de soulagement m'envahit. La maison est calme. Plus de murmures et plus cette lourdeur pesante. J'ai remis la peluche au grenier, mais cette aventure a laissé des traces. Alors, un mois plus tard, je quitte la maison. Je m'installe dans une ville animée, déterminé à reconstruire ma vie. Je sais que je suis plus fort que je ne le pensais, capable d'affronter mes peurs et de vaincre les ténèbres. La maison est toujours là, isolée dans les montagnes, mais elle ne me tourmente plus. J'ai affronté l'emprise du silence et en suis sorti victorieuse. Nouveau départ. Je m'appelle Alec et j'ai 28 ans. Je vis seul avec ma fille Aria, âgée de 8 ans, car sa mère nous a abandonnés à sa naissance. On est très heureux tous les deux, et je fais tout pour compenser l'absence de sa mère. On est très croyants, et on se réconforte souvent dans la religion quand on n'est pas bien. Ayant trouvé un nouveau boulot, on déménage dans une nouvelle maison, une bâtisse mitoyenne en pierre grise, plantée au cœur d'un village polonais avec un beau jardin pour Aria. Je suis venu ici avec Aria pour un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux de mon passé. Mais à notre arrivée, un vent glacial nous accueille. On se dépêche d'entrer, mais dès qu'on entre, je ressens une tension palpable dans l'air. La maison semble m'observer. Les premières nuits, je fais des rêves étranges et cauchemardesques. 2 jours après notre emménagement, je rencontre ma voisine, Madame Valinka. Une vieille femme au sourire énigmatique. La conversation est banale, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir un malaise irraisonné en sa présence. Elle me parle de l'ancienne propriétaire de mon logement, une femme solitaire qui s'est mystérieusement ôté la vie dans la maison. Des rumeurs courent sur le fait que les lieux seraient hantés. Ces paroles me glacent le sang. La nuit qui suit cette conversation, j'entends comme des chuchotements. Je vois des ombres du coin de l'œil. Je prends ma fille et m'enferme dans ma chambre, serrant contre moi son petit corps tremblant. Le sommeil devient un refuge impossible, hanté par des visions d'une femme suspendue. Chaque jour qui passe me rapproche de la parano. Les bruits étranges se multiplient, des pas feutrés dans le couloir, des craquements dans la buanderie. Je suis à bout de nerfs, incapable de distinguer la réalité du rêve. Aria, elle aussi, semble affectée. Elle parle à voix basse à un ami imaginaire, dessine des labyrinthes étranges. Un jour, en fouillant dans la cave, je découvre une malle poussiéreuse. À l'intérieur, des lettres jaunies par le temps racontent une histoire tragique, celle d'une jeune femme amoureuse, condamnée à vivre un amour impossible et rempli d'idées noires. Des larmes coulent sur mes joues, glacées par le froid qui suinte des murs. Le soir même, en me brossant les dents, je me regarde dans le miroir. Je remarque que mon visage est pâle, cerné et hagard. Mais ce qui m'horrifie, c'est Aria. Elle me fixe. Je peux l'apercevoir dans sa chambre sur son lit qui me regarde. Ses yeux sont comme remplacés par ceux de quelqu'un d'autre. J'ai un sursaut de terreur. Je me précipite vers sa chambre, la serre contre moi, terrifié par ce que je viens de voir. Le lendemain, je me précipite chez le prêtre du village. Le visage grave, il écoute mon récit. Il accepte de venir bénir la maison. L'atmosphère est lourde lors de la cérémonie. Des craquements déchirent la maison, des objets volent et se brisent. Une présence maléfique se manifeste avec violence, luttant contre la force du prêtre. Pendant des heures, le combat se poursuit. Le prêtre lutte contre une force obscure qui habite la maison. Aria et moi sommes terrés dans un coin, priant pour que le bien triomphe du mal. Finalement, après un dernier hurlement terrifiant, le silence retombe. La maison est purifiée. Malgré la purification,
Aria et moi, on n'arrive plus à vivre dans cette maison. La peur est toujours présente, surtout pour Aria. Elle ne veut plus dormir seule. On décide de quitter cette maison et de nous diriger vers un nouveau futur, loin de ce village. Cette expérience terrifiante hante encore mes nuits, mais je sais que l'amour et la lumière ont triomphé des ténèbres. Les murmures se sont transformés en un souvenir lointain. À l'heure où je vous écris, Aria dort paisiblement dans sa chambre. Survivre. Je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans et je suis enfin chez moi. Enfin, nous sommes chez nous, Matt et moi. Ce chalet en bois chaleureux, perdu au cœur des bois du Montana, est un rêve devenu réalité. On savoure chaque instant de notre nouvelle vie, ignorant la menace qui rôde dans l'ombre. Matt, 28 ans, mon amoureux depuis toujours, est à mes côtés. Son sourire tendre et ses yeux bleus me rassurent. Ensemble, on a décidé de fuir la routine et de bâtir notre bonheur dans cet endroit paisible. La forêt dense qui nous entoure et le chant des oiseaux au petit matin, tout ici respire la tranquillité. La nuit est tombée, le silence règne, enveloppant la maison dans un manteau de velours noir. On s'apprête à se coucher. Je prends mon tel, mais au moment de monter, des bruits sourds retentissent à l'extérieur. Mon cœur s'accélère. Des silhouettes sombres et massives se distinguent dans la lumière tamisée de la lune. Des hommes armés et déterminés s'approchent de la maison. La peur me noue l'estomac. Matt me serre contre lui. J'entends les battements de mon cœur dans mes oreilles. Mes mains tremblent. J'ai à peine le temps de cacher mon téléphone dans mon soutien-gorge que la porte d'entrée volte en éclats. On voit alors un groupe d'hommes entrer et nous sauter dessus. Il n'y a pas de combat. C'est de l'acharnement pur et dur, inégal. Un homme me roue de coups, tandis que 2 autres sont sur Matt et d'autres encore saccagent la maison. Matt se bat avec courage, mais il est blessé. Un coup violent le fait tomber à terre. J'hurle, impuissante face à cette violence. Je suis acculé, mais une rage sourde monte en moi, une force insoupçonnée que je ne connaissais pas. Je dois me battre, pour Matt, pour moi, pour notre survie. Je saisis un vase posé sur la table et le lance sur l'homme, le blessant à la tête. Profitant de la confusion, je m'enfuis vers la cave, cherchant un moyen de m'échapper. La cave est sombre et humide. Une odeur de terre et de moisissure me prend à la gorge. Je suis seul, tremblante de peur et de froid. Mes mains tâtonnent dans l'obscurité, cherchant l'issue. Soudain je la trouve, l'attrape. Une lueur d'espoir me traverse, une chance de m'enfuir. Je sors et me retrouve derrière la maison. Je cours vers un champ en friche. La nuit est toujours aussi noire, mais le silence est revenu. Je suis seul, mais je suis en vie. L'espoir grandit en moi. Je peux demander de l'aide, sauver Matt. Je compose le 911. Mais au moment où j'entends l'opératrice, un des hommes qui devait faire le guet m'attrape par le bras. Surprise, je pousse un cri d'effroi et fais tomber mon téléphone. L'homme me traîne vers la maison, où Matt gît sur le sol, inconscient. La rage me consume. Je me libère de mon emprise et me précipite vers lui. Le combat reprend de plus belle. Je me bats avec férocité, défiant la mort pour sauver l'homme que j'aime. Les coups pleuvent, le sang coule. La douleur est insoutenable, mais je ne peux pas abandonner. Soudain, le son des sirènes de police retentit au loin. Les forces de l'ordre approchent. Les lumières de leurs gyrophares illuminent la nuit. Les hommes, pris de panique, s'enfuient dans la forêt, laissant derrière eux un chaos de violence et de destruction. Matt gémit doucement, ses yeux s'ouvrant lentement. Un immense soulagement m'envahit. « Sarah !» murmure-t-il, sa voix faible. Je me précipite à ses côtés, le serrant dans mes bras, ignorant la douleur lancinante dans mon épaule blessée. Les sirènes se rapprochent, et peu après,
Des silhouettes en uniforme bleu entourent la maison. Les questions fusent, les examens médicaux sont effectués. Le cauchemar est terminé, mais les cicatrices physiques et psychologiques resteront gravées à jamais. Les semaines qui suivent sont brumeuses. L'enquête piétine, la peur nous suit jusque dans nos rêves. Chaque craquement dans les bois, chaque ombre à la tombée de la nuit nous ramène à cette nuit terrible. La maison isolée, autrefois un symbole de liberté, devient un rappel constant de la violence et de la fragilité de notre vie. Matt guérit physiquement, mais la blessure à la tête lui laisse des séquelles. Des migraines lancinantes l'accablent, et il est parfois sujet à des pertes de mémoire. Moi, je porte les marques de la lutte sur mon épaule, mais c'est surtout la peur qui me tenaille. Un jour, le shérif nous annonce l'arrestation d'un des suspects. La rumeur dit qu'il s'agissait d'un gang itinérant, responsable d'une série de cambriolages violents dans la région. Un maigre réconfort face à l'horreur que nous avons vécue. Nous prenons la décision de vendre la maison, et l'idée de reconstruire notre vie dans un autre endroit, loin de la forêt et de son silence, est la seule chose qui nous redonne espoir. Le jour du départ arrive. On jette un dernier regard sur la maison en bois, désormais symbole de notre cauchemar. En nous éloignant, j'aperçois la trappe menant à la cave, la sortie qui nous a sauvés. Un étrange mélange d'effroi et de gratitude me traverse. Nous savons que le chemin sera long, que les cicatrices ne disparaîtront jamais complètement, mais main dans la main, nous affronterons l'avenir. La nuit où le silence est brisé nous a transformés, mais elle n'a pas brisé notre lien. Nous avons survécu, ensemble. Et c'est cette force, cette solidarité face à l'adversité qui nous permettra de reconstruire notre bonheur. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.